Eh bien, bienvenue sur ce live de l'Averti pour une nouvelle interview en direct. Merci d'avoir rejoint ce nouveau live. C'est le deuxième de ce type. Aujourd'hui, on va recevoir Lionel Coiffard. Je vais le présenter après et puis il va nous rejoindre dans quelques minutes et dans les coulisses pour l'instant. Avant toute chose, je voudrais remercier déjà tous les followers de la chaîne qui nous ont rejoints ces derniers jours. Donc on est aujourd'hui à 11 sur 20 followers. N'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur pour pouvoir avoir accès au prochain live, sachant qu'on va en faire plusieurs ce mois-ci. Et merci aussi aux donateurs Tipeee ou autres plateformes. Donc il y a Emily par exemple qui défile, qui a redonné quelques pièces. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir un média indépendant, vous avez plein de façons de le faire via le site de l'Averti, www.laverti.fr, et ensuite vous arrivez sur une page de financement en haut à droite. Voilà, donc ça c'était la petite... Donc l'Averti, petite présentation quand même pour ceux qui ne connaissent pas bien encore, c'est un média web local participatif sur la métropole grenobloise, et ça tombe bien, je suis allé visiter mardi matin le centre de tri à Tanor en compagnie d'une école primaire de Clé. Voilà, c'était un peu par hasard. Et puis donc on a Lionel Coiffard en interview, qui est donc vice-président chargé de la prévention, de la collecte et de la valorisation des déchets. Bonjour Lionel Coiffard. Bonjour aux auditeurs. Je sais pas comment on appelle les auditeurs, les Twitchers, Les viewers, on peut dire. les viewers. Voilà, c'est un peu le Bonjour, terme bonjour à toutes anglais. et tous. Donc oui, un spectateur, viewer, voilà. Les spectateurs, ce serait un peu fort de café, mais on dit viewer sur Twitch. Donc vous êtes élu dans la majorité de Visil, qui est une ville de 5500 habitants, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le sud de Grenoble, sud-est. Et vous êtes aussi un ancien maire de Visil, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, on est même un peu plus nombreux, on est 7500. C'est ouais, la fiche Wikipédia peut-être qui n'est pas à jour. On est J'ai- 7500. Ok, Et oui, j'ai été maire de cette commune et là, je ne suis plus maire, je suis juste conseiller municipal avec une équipe qui est conduite par mon ancienne adjointe, qui est devenue maire, et moi je suis exclusivement dédié au travail métropolitain, d'accord. donc autour des déchets, comme vous l'avez dit. Et donc, bah déjà, la petite question que j'avais envie de vous poser, c'est comment allez-vous? Eh bien, je pense déchets, je rêve déchets, je vis déchets, mais je vais bien. Super. Je vais bien parce que c'est un domaine passionnant qui correspond aussi à ma vie politique, c'est-à-dire très proche de l'environnement, écologiste. Donc, je me retrouve pas tout à fait par hasard sur ce secteur. Et j'ai tellement de projets que je ferais vraiment Donc, injuste si je me plaignais. donc la fin d'année scolaire, ça va, vous n'êtes pas trop accablé par la chaleur, tout va bien? Non, non, bah ça, on fait comme tout le monde, hein. Enfin, ça fait partie de. Il va falloir qu'on s'habitue parce que le GIEC, il nous annonce quand même que dans une dizaine d'années, on va passer de 4 à 5 jours de canicule. Ça, c'est le statut juridique de la canicule, c'est 3 jours d'affilée où il fait plus de 20 degrés par nuit. Et on va passer de 4-5 jours, c'est la réalité d'aujourd'hui, à 44 jours D'accord. d'ici une dizaine d'années, si on n'arrête pas le délire de l'usage des énergies fossiles et si on prend pas les bonnes décisions. Donc ça n'a pas l'air d'être très bien parti. Donc moi, je recommande à tout le monde de s'organiser pour résister à la chaleur, Ok. Eh bien, malheureusement. c'était un comment allez-vous très politique, ma foi. Oui, oui, tout à fait. Mais donc, je vais très bien. Merci. Euh, Parfait. Dans le chat, n'hésitez pas aussi à dire hein, comment vous allez. On est là pour échanger. C'est comme un petit salon, on se retrouve voilà, sur Internet. Je vais démarrer l'interview tout de suite. Vous êtes né, vous, dans les années 60, si je ne me trompe pas.
C'est ça, Euh, 61. 61. Donc, quelle a été pour vous l'évolution de votre pratique personnelle sur le recyclage au fil des décennies? Parce qu'en fait, vous avez dû voir Ouais. différentes périodes. C'est une vraie question. Alors, vous m'attaquez par le sujet de mon âge, mais c'est C'est bien pas, logique. c'est pas une attaque, c'est plus Non, voilà, non, 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 l'expérience qui parle. voilà, vous entrez dans le sujet par mon âge, mais je m'en sers lorsque je fais des réunions publiques, sous les formes traditionnelles, en salle ou même en visio, parce que à cause du Covid, on a fait des réunions en public en visio. Je dis souvent que oui, j'ai vu l'évolution. Alors moi, je suis d'origine un peu drômoise et ardéchoise. Et D'accord. quand j'étais petit, en fait, petit 7-10 ans pour ma mémoire, eh bien, les déchets, c'est un fond de vallée dans lequel des camions viennent vider. Et puis, ça remplit jusqu'à la rivière. Et le garde champêtre, il vient foutre le feu une fois par semaine à ces déchets, ces ordures ménagères. C'est ça la gestion dans les années 70, Ah oui. 70-80. Donc aujourd'hui, je peux que être content de là où on en est parce que c'était catastrophique. Alors c'était catastrophique, mais en même temps, c'était des déchets d'ordures ménagères, essentiellement des déchets alimentaires. Il n'y avait pas d'emballage plastique, il n'y avait pas trop de produits chimiques, genre lessive, et tout ça, donc c'était la pratique ancestrale qu'on trouve dans d'autres pays, qui Et donc, au-delà de cette première période, vous avez peut-être vu différentes étapes quand même. Allô, allô. Ah, je crois qu'on a perdu Monsieur Coiffard. On va le rappeler tout de suite. Euh, c'est les aléas du direct. Donc je le rappelle tout de suite et on va reprendre cette interview. Pour les oui, questions. excusez-moi, je crois qu'il y a eu Ah, je ne vois l'antenne, mais il y a eu, il y a eu un truc sur mon téléphone il y a eu qui était un petit bizarre. raté. Bon, c'est pas grave, on reprend, reprend tout de Voilà. suite. Pour vous relancer un petit peu, je disais voilà, peut-être des périodes différentes, des étapes entre aujourd'hui et quand vous étiez Oui, jeune. voilà. Donc après cette étape-là de décharge sauvage, qui n'était pas sauvage, hein, c'était le garde champêtre qui le faisait. Ben, on est passé à un ramassage de poubelles et en gros, on a dit on peut plus faire ça au fond de vallée et on va aller tout mettre dans des grandes carrières, dans des zones de décharge légales, organisées. Ça, c'est plutôt les années 80-90. Et puis, à un moment donné, c'est posé la question de dire, mais on peut pas, hein, on va jamais arriver à trouver les lieux, parce que entre-temps, on augmentait les emballages, les volumes. Donc, est née la philosophie des incinérateurs, au départ un peu bricolés, hein, avec des incinérateurs extrêmement dangereux qui filtraient pas les fumées. Donc, on a probablement distribué du cancer autour de tous ces incinérateurs pendant une vingtaine d'années. Ah oui. Et puis est venu, ben, on a eu des exemples dans la région où il y a eu des dioxines autour de ces incinérateurs. Il y en avait une multitude de petits incinérateurs parce que c'était plus pratique d'incinérer à proximité. Mais bon, c'était l'étape d'après le garde champêtre qui fout le feu à la décharge. Donc quelques filtres, on essayait de dissimuler les odeurs. Et c'est dans ces années-là, donc celui par exemple de l'agglomération, il a été construit en 72, mais déjà quand même avec des règles de sécurité et de dépollution qui étaient draconiennes pour l'époque par rapport à ce qui pouvait se produire dans les vallées adjacentes. Draconienne à Voilà. l'époque, mais aujourd'hui, ça paraît. Alors elles ont, oui, si on compare, c'était une catastrophe. Je veux dire, on a pollué l'agglomération très vraisemblablement. Maintenant, on a fait évoluer l'incinérateur très très régulièrement, les normes ont bougé, et donc aujourd'hui, je pense que l'incinérateur, il pollue moins qu'une seule cheminée domestique chez un particulier. Ah Mais oui. ça coûte énormément d'argent. C'est pas
comment expliquer ça technologiquement? C'est pas juste un petit filtre qui enlève des poussières. Quand vous passez à côté, vous avez été visiter le centre de tri, vous avez vu l'incinérateur qui est le bâtiment géant à côté. Tout à fait. Et puis on va Quatre, voir des images juste après. ouais, Donc voilà. je vais d'ailleurs Quatre, transition très bonne transition, merci. Je vais vous afficher la photo qui va nous permettre de bien comprendre. Voilà la maquette du site Athanor. Si vous allez sur la page Twitch, vous allez la voir aussi. Donc la maquette Athanor, là, on peut voir il y a plusieurs espaces sur ce bâtiment. En fait, il y a effectivement l'incinérateur qui est tout au fond de l'image là. Donc, alors attendez, je vais carrément montrer avec la souris. Normalement, vous devez voir ma souris. Donc au fond, on a l'incinérateur et le centre de tri. En fait, il est au premier plan sur cette photo. voilà. Bâtiment beaucoup plus bas, le centre de tri. Voilà, qui est bas, qui est Ouais. plat, un peu, bon, tout est compacté là-dedans. Et entre les deux, si je me trompe pas, c'est la déchetterie. Et voilà, c'est imbriqué parce que c'est un site tout en un avec centre de tri, déchetterie. Il y a même derrière les garages de certains camions poubelles de la métropole. Il y a plein de bâtiments tout autour. C'est un site complet. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que le gros bâtiment, l'incinérateur, 80% du volume, ce sont des filtres. Le four lui-même, les trois fours qui sont dedans sont petits. Mais les immenses cheminées, en fait, ce sont des filtres avec des composants chimiques, des, euh, des, c'est des filtres à chaussettes avec de la chaux vive, des choses de ce type-là. Et en fait, c'est ça qui permet d'éviter de balancer dans l'atmosphère des produits extrêmement dangereux. Ok. Et puis là, Voilà. Donc, bah, oui, allez-y, finissez. oui, aujourd'hui, il est totalement aux normes du 21e siècle. Même si, je l'ai dit, hein, il a été construit en 72, rénové en 90 une première fois, il commence à être vieux. 60 ans pour une installation de cette nature-là, c'est une prouesse technique. 72, vous m'avez Donc, dit? ouais, C'est plutôt 50 ans donc alors. 50 ans. Ouais. Oui, mais il va durer 60 ans en fait. C'est parce que on va en reconstruire un nouveau Voilà, on y vient. d'ici 8 ans. On va y venir. Et donc, il aura 60 ans d'âge et c'est vraiment un maximum pour des installations de ce type-là. Après, on peut toujours les faire fonctionner, mais on risque des pannes. Et si vous me demandez si j'allais bien, la seule chose qui m'empêcherait d'aller bien, c'est une panne de l'incinérateur. Parce Ok, que les volumes quotidiens sont tels que si l'incinérateur ne fonctionnait pas, au bout d'une semaine, nous serions tous très, très embêtés de partout au pied des immeubles. d'accord. Oui, effectivement, il y Voilà. a quand même des questions là-dessus, sur la sécurité du lieu. Donc là, on va parler aussi de ce nouveau centre de tri qui actuellement est en train d'être construit depuis septembre 2021. D'ailleurs, sur la maquette, là, toujours, puisqu'on a la maquette, c'est l'espace qui est en fait à droite de l'image, qui commence à être construit et qui a donc un espace suffisamment grand finalement pour ne pas reconstruire directement sur site. Enfin, il y a de l'espace finalement pour décaler le centre de tri. Ce centre de tri, justement, il coûte, d'après ce que j'ai lu chez mes confrères, 50,3 millions d'euros. Il est donc financé par les 7 communautés de communes métropoles du Sud Isère et par des subventions notamment de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, Citeo, une entreprise privée, et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la question, c'est quelle est la part en fait de la métropole dans le financement et quelles ont été les difficultés pour réussir ce financement? Alors c'est vrai que l'actuel, celui que vous avez montré, il appartient à 100% à la métropole qui l'a construit même quand elle s'appelait pas métropole avant. Le nouveau, il va être co-construit avec des partenaires géographiques, donc Crolles, Voiron, Bourdoisan, Lamure,
Monestier de Clermont, enfin Saint-Marcin, Vercors. Et donc, on a défini ensemble quel était le volume de ce que nous aurions à brûler pour les 30 prochaines années. C'est un débat théorique, hein, puisque on n'en sait rien, en fait, ce qui se passera dans le monde du déchet dans 30 ans. Mais on est parti de constats de ce qu'on brûle depuis une dizaine d'années et on va dire qu'on va brûler les mêmes tonnages pendant les 10 prochaines années. Et à partir de là, on s'est fait une clé de répartition mathématique pour dire, ben, nous, métropole, on va baisser ce qu'on brûle. On a décidé d'aller vers moins d'incinérés et plus de tri, d'où l'autre construction. Et on s'est partagé les coûts de la reconstruction de l'incinérateur et de la même manière du centre de tri. Donc, la métropole a défini qu'elle assumerait à peu près 85% de ce qui va être trié. Donc, ça correspond au volume de. Donc 85% de 50 millions. Voilà, ça c'est la part. Mais ça correspond. Le centre de tri va travailler à 85% pour nous. Ok, Voilà. Les autres payent 15% répartis chacun en fonction de leur zone, en fonction de ce qu'ils vont apporter au centre de tri. Et on fait la même péréquation pour l'incinérateur, où là, par contre, nous, on va prendre en charge que 65% du nouvel incinérateur. Les autres, ce qui montre que nous, on va incinérer moins et les autres beaucoup plus. C'est un choix, hein, ils sont indépendants, ok. on n'a pas de compte à se rendre les uns les autres, on n'est pas dans la même métropole, mais on s'est réparti ça et donc c'est 85% pour le centre de tri, des 50, 51, 52, 53, avec les conditions matérielles des matières premières aujourd'hui et des coûts de chantier. Je pense qu'on terminera plutôt à 53 qu'à 50, quelque chose. D'accord. Et pourquoi la présence de Citeo, par exemple, qui est une entreprise privée? Alors, Citeo ne va pas co-construire. Les charges sont bien celles que je vous ai décrites, moins des subventions, ça c'est habituel de la région Rhône-Alpes, moins des aides exceptionnelles de l'État qui passent par l'ADEME, qui passent par un certain nombre d'organismes. Donc, je crois qu'au total, on va être sur 4 à 5 millions de subventions sur le projet à 51 millions, si je reste sur ce chiffre-là. Mhm. Citeo, c'est l'organisme en fait qui est en charge nationale d'organiser le recyclage des emballages. C'est le petit logo que vous trouvez sur chaque objet qui est destiné au recyclage. Ils sont chargés par les grandes entreprises qui produisent l'emballage, la bouteille en plastique par exemple. Je suis un fabricant de bouteilles en plastique, je vais payer Citeo pour que Citeo récupère auprès des centres de tri des métropoles ou des communes ou des départements ces emballages-là. Voilà. Donc en fait, C'est une écotaxe, c'est ça, Citeo, non? c'est une écotaxe, c'est une banque intermédiaire pour que, parce que nous, on peut pas. Vous imaginez s'il n'y avait pas ce système, il faudrait qu'on s'adresse aux producteurs de cristalline pour l'eau, de Perrier pour l'autre, pour savoir qui a fabriqué la bouteille. Donc ça, c'est le job de Citeo. Et ils nous reversent de l'argent. Et c'est de cette manière qu'ils participent au fonctionnement et aux investissements du centre de tri. C'est pas Alors, une entreprise privée qui ok. vient au hasard, hein. C'est vraiment quelque chose qui est lié à la chaîne du déchet. Justement, Qui nous... il y a quelques petites questions dans le chat en fait qui sont assez simples. Peut-être juste rappeler en fait quels sont les déchets qui sont gérés par Athanor, parce que c'est vrai que cette question, c'est un peu la Oui, première des questions. tout à fait. Donc, quand on parle d'Athanor, on est bien maintenant tous en phase. Il y a les deux usines, en fait, ça ressemble à une seule usine, mais il y a le centre de tri, le bâtiment bas, l'incinérateur, le bâtiment géant. En fait, à Athanor viennent au centre de tri tout ce qui est emballage. Emballage, ça peut être en plastique, ça peut être une canette métallique de coca ou de bière, ça peut être du carton, ça peut être du film plastique euh, qui entoure
qui entoure un journal, par exemple, ça Ou un paquet de existait. cigarettes, par exemple. Si le paquet de cigarettes en tant que tel, il peut être aussi considéré comme un emballage parce que tout ça est normé et donc pas la cigarette, hein, le Non, paquet, non, oui, mais juste je pensais même carrément l'emballage. au petit film Voilà. par-dessus le paquet. Oui, 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 tout à fait. Ça, c'est le film léger que le centre de tri est capable de séparer. Centre de tri, il faut voir un système mécanique avec des humains qui font un boulot remarquable, vraiment enfin, complètement fou, hein. Je souhaite vraiment à personne de le faire, et donc ceux qui le font, ils le font pour vivre, mais ils le font aussi dans des conditions qui sont complexes. Mais globalement, le centre de tri, c'est une cinquantaine de machines qui, les unes derrière les autres, passent leur temps à séparer les objets. Et soit parce qu'ils vont les reconnaître dans le poids, la taille, la souplesse, la dureté, le métal. Voilà. Et donc, le, le centre de tri traite vraiment des emballages. Parfois, il y a une confusion parce que comme on parle souvent d'emballage plastique, les gens pensent que ça traite le plastique. Mais par exemple, un jouet en plastique, le centre de tri, c'est pas, il sait rien en faire. Il le triera pas. Ouais, Voilà. ok. Et pourtant c'est du plastique. C'est vraiment la notion d'emballage qui est déterminante. Dans l'incinérateur, par contre, on va voir parfois des emballages qui n'auront pas été triés et c'est dommage parce que ces emballages, ils rapportent de l'argent à la collectivité si on les trie. Et si on les incinère, eh bien, ils nous coûtent de l'argent. Ok. Et on va brûler aussi les ordures ménagères classiques. Et malheureusement, on va aussi brûler des choses qui ne devraient pas être là, comme des jouets, comme des batteries au lithium de téléphone que les gens mettent dans une poubelle, comme des objets qui pourraient être Qui devrait aller réparés. en déchetterie, par exemple, ou en donnerie, comme oui, Voilà, les voilà, donneries tout de à la fait. métropole. Voilà, le Le... circuit des déchetteries, c'est le réusage, la réparation, ou des fois la déconstruction, le démantèlement, mais avec l'idée de récupérer les matières aussi derrière. Et le verre, du coup, vous en avez parlé un peu? Alors, le verre vient pas là-dedans parce que s'il venait au centre de tri, il serait plutôt dangereux, parce que ce que je vous ai décrit, c'est des grosses machines, vous les avez vues. Ouais. Du verre là-dedans, Donc le c'est verre, une il part tuerie, quoi. directement Voilà. On le ailleurs. collecte à part, hein, vous voyez les bornes de verre qu'il y a un peu partout. Et on va le stocker à trois endroits dans l'agglomération. Et ensuite, quand il y en a suffisamment, des camions viennent chercher et ça repart vers les fonderies Alors justement, qui j'ai sont fait pas ici. la visite. Euh, c'est pas à l'ordre de mes questions, mais tant pis. En faisant la visite, du coup, voilà, il y a le centre de tri. Donc là, comme son nom l'indique, on trie les déchets qui arrivent, on les met en paquet. Donc là, il y a des photos qui défilent depuis tout à l'heure. Vous pouvez voir à un moment donné, il y a ça s'appelle des balles, des fois une tonne de papier compacté. Et donc après, ça part dans des usines, d'autres usines de recyclage qui sont Voilà. pas forcément très proches puisque on a la Elles sont Haute-Loire, pas proches du tout. Ouais, la elles sont pas Haute-Loire proches pour du tout. le, La Haute-Loire, c'est pas loin. la Il y a Haute-Loire c'est des, pour le ça va plastique, plus c'est loin. ça? Le plastique pour la Oui. Haute-Loire. On m'a dit papier, c'est dans les Vosges, le métal dans les Pyrénées. Du Oui, alors et encore tout le papier, il y a une partie du papier qui va aussi en Espagne. ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois qu'on a fait les grosses balles là, qui sont plus ou moins lourdes en fonction de qu'elles sont, ces balles, elles essayent d'être le plus normées possible. C'est-à-dire, si on a une balle de papier blanc, genre à mettre de photocopie, on met pas on met pas, le centre de tri va arriver à trier ça pour le séparer du papier journal qui est imprimé en couleur. Les plastiques, il y a 5 ou 6 sortes de plastiques différents, donc il faut toujours séparer les choses. Et Mhm. donc ça, en fonction de ce que c'est, ça a un process de recyclage. Le plastique va être retransformé, va être lavé, retransformé en petites billes, et on va le retrouver
parfois, alors par exemple, une bouteille d'eau transparente, c'est recyclage à l'infini. Par contre, la bouteille de Perrier qui est peinte en vert pour des raisons obscures, Mhm. quelqu'un a dit quelque part dans une agence de com que la bouteille de Perrier devait être verte, et ben ça, c'est pas recyclage à l'infini. Parce que dès que c'est colorisé, ça devient marron. Et D'accord. après, personne veut acheter des bouteilles marron. Donc à la Donc, limite, si à elles un étaient moment marron, donné, ça irait. si tout le monde se disait que les bouteilles marron sont fantastiques pour contenir de l'eau, ben, ça poserait moins de problèmes. Et dans la réalité, du coup, les bouteilles de type Perrier, ou enfin Perrier pour prendre la marque, ou celles qui sont colorisées, elles ne peuvent pas être transformées en bouteilles plastiques, donc elles vont terminer plutôt en tuyaux PVC pour la plomberie. D'accord. Et du coup, c'est des usines très différentes qui traitent tout ça. Et oui. Et donc du coup, C'est pour ça qu'il n'y en a pas 15 en France et qu'il y en a, sur certaines filières, il y a une seule usine qui fait ce genre de choses. Et encore, quand elle est en France, moi, je trouve que c'est déjà pas mal. ouais, parce Je que préférerais après, qu'elle soit tout en France. la question aussi que moi je me posais derrière, que j'ai envie de vous poser, c'est la question sur l'uniformisation au niveau national, en fait, du tri des déchets. Vu que de toute façon, ça va aller dans des usines un peu loin, pourquoi il y a autant de différences dans la collecte d'une région à Alors, l'autre? ça dépend beaucoup de la technicité du centre de tri. C'est-à-dire que nous, on a un centre de tri extrêmement performant, même si lui aussi, on en reconstruit un neuf, donc il est en fin de vie. Mais il y a des endroits où c'est pire que nous. C'est-à-dire qu'on a des centres de tri qui n'étaient pas capables de récupérer les pots de yaourt, par exemple. Le nôtre aussi. Ouais, Mais ça dépend des machines, de l'intelligence mécanique de ces machines. Dans notre futur centre de tri, on va avoir de la robotique qu'on n'a pas actuellement, et donc de l'intelligence artificielle qui reconnaît les formes des matières. Pour faire simple, il voit un plastique de couleur rouge avec un bout de logo noir qui apparaît, il sait que c'est un morceau de canette de coca et il va l'identifier, le trier en coca. d'accord. Mais la plupart des centres de tri ne sont pas de ce niveau-là. Ouais. Et donc, il y a des Parce que collègues les qui ont des machines coûtent centres de cher, en tri qui fait, sont pas j'imagine. capables. Ah bah oui, chaque machine que vous avez vue, même dans le centre actuel, là, on est en 2, 3 millions d'euros la machine, hein. Ah oui. Donc on n'est pas enfin, il y a des machines moins chères qui sont des tapis roulants, qui sont des choses qui brassent. Mais une machine, par exemple, pour isoler les canettes aluminium, ça c'est des machines très sophistiquées, celles qui font s'envoler la canette quand elle passe sur le tapis roulant. Ouais. C'est des machines à 2, 3 millions d'euros. Donc oui, et en plus c'est voilà, tout le monde n'a pas eu la même évolution depuis la décharge au fin fond des rivières de l'Ardèche et la technologie d'un centre de tri mécanisé comme celui que nous avons ou le futur. Il y a par exemple des agglomérations je vais pas citer trop de noms, mais il y a des agglomérations qui continuent à mettre en décharge 40% de leurs poubelles. Nous, on est à peine à 3% de nos poubelles qui D'accord. va en décharge. Vous voyez l'écart. Ouais. Et il y a des, voilà, Je, des inégalités, en voilà, fait, dans le traitement c'est national. voilà, c'est l'histoire de de tous les départements. J'ai été récemment en Corse pour rencontrer le syndicat de traitement de déchets de Lille. En fait, ils n'ont pas d'incinérateur, ils n'ont pas de centre de tri. Tous les déchets montent sur des bateaux Oui, c'est ce qu'on m'a dit et, aussi à la vi- visite. voilà, et viennent à Nîmes pour le centre de tri et à Montpellier pour l'enfouissement. Donc voilà, on a un grand écart et il n'y a pas eu de loi nationale qui impose et qui dise maintenant tout le monde arrête. Euh, donc ça monte, hein. La pression est énorme, les taxes sur les décharges, l'enfouissement des charges sont en train d'exploser. Donc chaque collectivité va devoir prendre ses responsabilités. Mais c'est pas l'histoire. Voilà. Bon, c'est pas encore, pas encore pour demain, j'ai l'impression. Non. Ah ben, Euh, ça bouge quand même, hein. Je veux pas Ça être bouge quand même, ça bouge quand même, ça bouge, mais ça bouge. ok. J'avais une autre question. Vous avez parlé un petit peu aussi des employés, des gens qui travaillent. Donc, j'ai pu savoir qu'il y avait donc deux équipes, une du matin qui se lève, qui démarre.
à 4h45, qui finit à 12h30. Mm. Et une deuxième équipe l'après-midi, 12h30, 21h30. Du coup, et qui alterne en fait l'équipe une semaine le matin et donc l'après-midi la semaine d'après. Et c'est vrai que quand moi j'ai fait la visite, il y avait quand même pas mal d'hommes, euh, très peu de Mm. femmes. Vous avez dit donc c'est peut-être des métiers difficiles. Est-ce, Ouais, c'est des est-ce- métiers. Voilà, pour bien faire comprendre, les humains sont à la sortie de la partie mécanique des grosses machines pour faire ce que les machines ne savent pas faire, c'est-à-dire repérer un déchet qui a malgré qu'il a passé 1 heure à circuler dans l'usine, il est toujours pas trié correctement. Donc l'œil humain et le savoir-faire humain, il est capable de se dire non mais ça c'est bien gentil la machine, mais ça c'était une bouteille, donc je le prends et je et je le mets dans le circuit des bouteilles. euh, Mais du coup, il manipule pas la totalité des déchets, mais il manipule ce que les machines n'ont pas réussi à bien trier. Et puis après, il y a une partie des humains qui, bien sûr, entretiennent les machines, sont les servants des machines. Il y a beaucoup de mécanique, d'électrique, d'électromécanique. Voilà. Donc c'est par contre travailler dans des conditions du monde du déchet, des odeurs. Je sais pas si ça vous a surpris. Et puis des travails un peu harassants parce que être devant un tapis roulant pour essayer d'attraper des emballages qui passent devant soi, ouais. de, au bout d'1 heure, c'est quasiment Bah, c'est des délirant, quoi. humains qui quand même, qui travaillent de manière robotique, du coup. Oui, et du coup, on va essayer de leur simplifier le boulot avec nouvel équipement, avec la partie des robots. Les robots, donc pareil, hein, n'imaginez pas des robots humanoïdes façon Guerre des étoiles. Vous imaginez plutôt des bras de robots mécaniques qui, avec des caméras, qui sont capables d'aller chercher l'élément qui n'a pas été trié et de dire ça c'est une bouteille, ça c'est une canette, ça c'est un morceau de carton. Voilà. Et du coup, les humains vont continuer à être le même nombre, mais par contre, ils verront moins d'emballages passer devant eux. Ils seront toujours supérieurs aux robots. Enfin, je pense que les robots un jour finiront par nous dépasser, mais c'est pas encore d'actualité, quoi. Ok. Et j'ai lu une autre info, j'aurais aimé préciser avec vous sur des heures, alors, des heures de contrat réservés à des personnes en insertion. Donc il y a 10 000 heures par an sur le futur site, ce que j'ai lu, et 10 000 Oui, heures c'est dans dédiées le pour la contrat. construction. Oui, alors ça, c'est de manière générale. La métropole a inclus dans tous ses contrats, que ce soit les constructions, les marchés de construction ou les contrats de sous-traitance, on inclut que les sociétés, parce que le centre de tri est confié à une société, qui est Ouais. la société pas prête aujourd'hui, qui a obligation d'inclure dans ses employés, là pour le coup, un certain nombre de gens en insertion, qui donc objectivement ne travailleront pas définitivement sur le site, mais c'est une manière de faire un pied à l'étrier, d'apprendre un métier et puis ensuite de faire une carrière professionnelle. Et c'est valable aussi quand on démolit quelque chose, on va demander à l'entreprise de démolition d'employer des personnes en insertion, jeunes ou moins jeunes. Quand on achète des produits, on demande aussi qu'une partie des produits ait été fabriqués par des gens en insertion. Ça, c'est pour qu'on booste le secteur de l'insertion pour aider les gens qui ont le plus de difficultés Et, à arriver au monde du travail. et ça fonctionne bien, vous avez des retours, vous avez des... Ah oui, oui, ça fonctionne bien. Puis, en plus, au départ, des métropoles étaient un peu pionnières là-dessus. Mais là, maintenant, tout le monde s'y met, même des entreprises privées incluent ça dans leur marché public, enfin, qui sont pas publics pour le coup, les marchés privés, Pour dans répondre leurs appels aux d'offres. offres. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Très Il bien. y a pas d'obligation nationale encore, genre, c'est pas des lois, mais c'est une forte incitation. Et de la même manière, on est en train d'introduire des critères de réemploi des matériaux. On démolit un bâtiment, on demande à l'entreprise
de recycler le maximum de matériel qu'il a trouvé dans le bâtiment. Et c'est des nouvelles normes environnementales et sociales qu'on impose, et c'est notre rôle de collectivité publique, en fait. C'est le pouvoir des élus, il est là. C'est de pouvoir imposer ça, des contraintes nouvelles au monde privé, qu'il ne ferait pas naturellement, sans doute. D'accord. Alors, j'avance un petit peu. Merci pour toutes ces réponses déjà. Je vais en profiter quand même pour une dernière, une petite de Team Mike dans le chat qui en a posé quand même 7. Merci Oui, pour les 7 questions. Et 8 merci, petit maintenant. Mick. Oui. N'hésitez pas aussi à poser vos questions personnelles. Euh, et notamment, on va y venir hein, sur la question des visites organisées pour les scolaires. Moi, ça faisait partie de mes questions. J'ai fait la visite en fait avec une classe de CM1, CM2 de Clé, donc l'école de Manivert. Il y avait 2 accompagnantes et la personne donc, qui est en charge de ces visites, le coordinateur Cédric Courouble, eh bien m'a dit qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants en fait, de visites pour les enfants et qu'en fait des visites adultes, comment ça se passe? Alors, il y a eu, ça n'a échappé à personne, hein, je pense qu'on a enfoncé une porte ouverte, mais on vient de se prendre une porte Covid pendant 2 ans, donc du coup, tout est un petit peu désorganisé en termes, bien sûr, les visites étaient interdites pendant les périodes de confinement, Ça a repris cette de- année, ça. voilà, bah, je crois fin mars, on a recommencé enfin. Du coup, il y a toujours eu quand même cette spécificité que beaucoup d'écoles organise des visites. On a pu avoir jusqu'à 10 000 visiteurs par an, dont les trois quarts, si j'ai pas plus, sont des scolaires. Ce qui est normal et ce qui est très bien parce que en même temps, la vertu pédagogique de la visite, c'est de tomber nez à nez avec la masse des déchets. Je pense que c'est ce qui vous a surpris aussi quand vous voyez arriver, enfin, le volume des déchets dans ce qu'on appelle les fosses. Ouais. C'est là où les camions viennent décharger, les camions poubelles viennent décharger. Moi-même qui connaissais quand même ce secteur, quand j'ai visité Atanor en 2020, on prend une belle claque quand même, hein, en se disant mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre tous ensemble, collectivement, pour en arriver à avoir 200, 250 000 tonnes de déchets qui arrivent là. 250 000 tonnes. Je sais même pas ce que ça veut dire, je sais pas vous non Par plus, an, vous mais voulez dire? par an, ouais. Ouais. Mais des 250 000 tonnes. Bon, la montagne Hmm. qu'on crée chaque année de ces déchets. Donc Sachant que cette, une grande partie est incinérée et l'autre partie recyclée. voilà, 200 000 sont incinérés et 50 000 triés. C'est des chiffres moyens très arrondis, mais c'est Oui. les échelles de grandeur. Est-ce que justement, Donc dans le nouveau centre de tri, vous avez prévu, ce qui m'a été dit, c'est que vous avez prévu de monter cette capacité parce que vous voulez inciter les gens à mieux trier leurs poubelles à la base. oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que alors j'ai vu que Petit Mick avait posé la question sur le réseau de chaleur. Petit Mike, je sais pas comment on le prononce. Euh, L'incinérateur, le nôtre, à Grenoble, il sert à chauffer 42 000 logements. Donc, c'est plutôt positif. On va se dire, c'est bien de faire ça. Il y a des incinérateurs de déchets qui chauffent rien en France. Il y a 165 incinérateurs. Il y en a la moitié qui ne chauffent rien. Ils C'est-à-dire? brûlent, bah, ils brûlent, et ils brûlent, ils chauffent les oiseaux. Ah d'accord, et c'est pas Il raccordé avec la compagnie de chauffage, voilà. n'y a pas de compagnie de chauffage, il n'y a pas de réseau. Ils sont parfois un peu à la campagne, donc il n'y a pas de maison à chauffer. Ils brûlent pour détruire. Voilà. Le nôtre, au moins, il brûle pour produire du chauffage et un peu d'électricité. Mais pour autant, quand il brûle, il fait comme une cheminée. Pour ceux qui ont cette habitude d'avoir une cheminée, ça, il reste de la cendre. Et cette cendre, c'est 20% de ce qui est brûlé. Donc, quand on brûle 200 000 tonnes, en fait, il reste 40 000 tonnes de cendre. Donc, Et là aussi, 40 000 tonnes traduit en camions, hein, c'est des cohortes de camions et de trains, si on veut le voir comme ça. Cette cendre-là, c'est une poussière de cheminée, hein,
C'est comme si la même chose que ce qu'on obtiendrait avec du bois, sauf que elle a été contaminée avec beaucoup de polluants, de plastique, de produits dangereux, de produits de lessive, enfin, tout ce qu'on met dans nos poubelles, quoi. Et qu'est-ce qu'elle devient alors, Et, cette cendre? et ben, alors, il faut la dépolluer. Et je vous ai en train de vous parler de 30 à 40 000 tonnes par an de cette cendre. Donc, ils ont inventé des jolis noms. Ils disent qu'on le fait maturer, c'est-à-dire qu'il y a des plateformes, puis on va le laisser rincer par la pluie. On récupère correctement, hein, on récupère le jus de tout ça. Ce jus va être séché pour récupérer les produits dangereux. Et une fois qu'il a maturé, cette cendre va pouvoir en grande partie, servir à faire des soubassements d'autoroutes, de routes, de D'accord. parking. Hein, c'est un matériau pas cher puisqu'il est donné par les incinérateurs. Mais il faut quand même se rendre compte qu'en fait, on va s'en servir pour faire des soubassements d'autoroutes et que moi, en tant qu'élu écologiste, je vais rajouter tout de suite au ton de la plaisanterie. Et en plus, il faut plus faire d'autoroute. Il faut plus faire de route. Il faut plus. Il faut végétaliser les espaces, donc il faut pas goudronner les cours d'école, il faut pas goudronner les parkings. Donc on fabrique un produit dont il faut pas se servir en fait. Ouais, Et il n'y a pas d'autre usage actuellement. alors c'est trop contaminé pour ce produit, cette cendre, on l'appelle le mâche-fer. Dans l'histoire, le mâche-fer c'était un sous-produit des mines de charbon, et donc on savait avec ce sous-produit, on savait faire des maisons. Mais c'était un sous-produit neutre, inerte. Il n'avait pas des caractéristiques de pollution comme ce qui peut sortir d'un incinérateur. Donc aujourd'hui, à part être sous une autoroute, à condition d'avoir été bien traité, dépollué, maturé pendant quelques années avant, on ne sait rien en faire. Donc après, on fait des tas et on cache les tas sous un volume de terre, on met quelques plantes dessus et on dit que c'est joli. En gros, c'est ça que ça devient. Donc Et là, puis, il y a un mieux à trouver, quoi. il y a un mieux à trouver. Le mieux, c'est de brûler moins. Comme ça, il y aura moins de cendres. Et puis d'avoir des fours, ce qu'on va avoir avec la nouvelle installation. Comme pour les cheminées, hein, cheminée à ciel ouvert, c'est une catastrophe. Avec un vieil insert fermé, ça va un peu mieux, mais avec un modèle de poêle 7 étoiles, il y a pratiquement plus de cendres. Donc là, on va se faire un incinérateur 7 étoiles avec de moins en moins de cendres qui brûlent, qui optimisent la combustion, en fait. Et Mais l'incinérateur, lui, il il en est restera quand prévu. même. Donc là, pour redonner un peu quelques dates, on a le centre de tri qui est construit en premier, juste à côté du site actuel, qui sera prêt a priori fin 2023. 20 C'est ça? 23, voilà. Allez, les chantiers sont complexes. Si on l'a à l'été 2024, je serais super content. D'accord. Mais après, oui, le Et ensuite, scénario est celui que vous avez. il va y avoir donc le démantèlement de l'ancien centre de tri. C'est Et ça. il va y avoir donc la Et création voilà, la construction. Donc, comme on reste au même endroit, du il nouveau. faut construire le nouveau bâtiment, démolir l'ancien. On construit l'incinérateur sur l'emplacement du centre de tri actuel qui sera démoli. D'accord. Et après, on démolira l'incinérateur. En plus, comme je vous ai Ok. dit, si j'ai des cauchemars à avoir, c'est que je ne peux pas arrêter l'incinérateur. On ne peut pas dire, on le démolit et puis pendant 5 ans, on va aller brûler ça ailleurs. Donc, il faudra maintenir l'incinérateur actuel tant que le nouveau ne sera pas opérationnel. Et du coup, la déchetterie dans tout ça, entre les deux, elle devient quoi? Alors, elle saute temporairement parce que on peut pas, on l'a pas prévu dans le mercato là, des, des installations et elle devrait être reconstruite juste au même endroit, mais en face sur un terrain qui a actuellement un vieux gymnase qui va être démoli. Et donc pour l'instant, on n'a pas encore passé ce type de date. On va muscler les déchetteries qui sont autour. Il y en a une à Mélan. D'accord. Il y en a une à Grenoble qui va être une géante, une déchetterie géante dont on va lancer le chantier en fin de cette année 2022 là. Ok. Donc du coup, il y aura des solutions pour que les gens qui vont dans la déchetterie
du site d'Atanor, ils puissent trouver à proximité de chez eux D'autres la bonne solutions. déchetterie. Voilà. Et après, à la fin du chantier, il y aura une reconstruction d'une déchetterie autour d'Atanor, mais c'est pas encore calé. C'est un chantier tellement compliqué que on Ouais. y va par palier. Et donc là, l'incinérateur, vous espérez qu'il soit opérationnel, le nouveau, en quelle année? 2028. J'ai jamais 2028. fait de ma vie un projet sur pratiquement 10 ans. Ouais, c'est pas rien. On est Et un peu voilà. sur des projets comme la Tour Perret, par exemple. Oui, oui, c'est un truc, c'est 200 millions d'investissements, hein. Donc, moi, ça veut rien dire. Je pense aux auditeurs, c'est pareil. Ça veut 200 millions, je sais pas ce que ça veut dire. Déjà, un Mais ça million, veut je connais dire, pas. voilà. Euh, Mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a tellement de corps de métier, tellement savoir-faire, ouais. rien que les fours à l'intérieur, c'est plus de 25 millions. Ouais, d'accord. Et les fours, ils vont être construits quelque part en Europe, transportés sur des camions géants. Enfin, c'est des installations industrielles. Donc, c'est les industriels, les gens qui travaillent dans l'industrie, ils ont l'habitude de ça. Moi, en tant qu'élu, je n'ai pas l'habitude. Et une métropole, elle fait ça tous les 50 ans et se tombe. Je trouve que c'est maintenant. Mais elle le fait pas. Il y a personne il y a personne du précédent incinérateur, il n'y a plus personne, en fait. 72, les Ouais, gens qui l'ont construit, il y a 50 ans. ils sont pas vivants, pour certains. Je pense qu'il y en a peut-être quelques-uns qui l'ont construit, mais Et alors, ils pour peuvent pas revenir être un peu, nombreux. pour revenir, donc le centre de tri, une chose qui est clé, qui est exposée pendant la visite, c'est notamment donc de mieux trier, et c'est là-dessus que la métropole communique beaucoup aussi, de mettre dans la bonne poubelle. Il y a notamment aussi ce déploiement de nouvelles poubelles pour les poubelles marron, pour les déchets Pour alimentaires. voilà, pour les restes alimentaires, plus Et exactement. Mm. d'accord. Et comment alors comment on fait pour éduquer les adultes à ça? Eh bien, c'est une excellente question. Si quelqu'un a une réponse sur le chat, je, je prends. C'est le moment. Plus N'hésitez sérieux, pas à donner vos idées c'est le moment. à Lionel Coiffard. Voilà, Il est élu vice-président à la métro, donc pas même de mettre en place. alors, moi, aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est euh, donc de la pédagogie de base qui consiste à expliquer, c'est ce que j'explique partout quand je suis interviewé, donc je vais redire Allez, c'est la parti. même chose. C'est aujourd'hui, il faut que tout le monde comprenne que je suis presque au stade de dire il n'y a pas de déchets, il y a que de la matière. Le déchet, c'est le truc dont on se débarrasse. Moi, je me débarrasse pas. Je récupère de la matière et j'en fais de la valeur. Je récupère des bouteilles en plastique parce qu'on me paye le plastique. Je récupère du métal parce que les canettes aluminium, on a besoin d'aluminium non fossile, c'est-à-dire qui vient pas de la production traditionnelle du minerai. Et aujourd'hui, je crois que pratiquement 50% de l'aluminium utilisé en France provient de la récupération des centres de tri, que ce soit publics ou privés. Puis il y a aussi des centres de tri appartenant à des entreprises privées. Donc, que tout le monde comprenne bien, quand on demande aux particuliers et aux habitants de trier, en fait, c'est pour qu'on récupère la matière dont on a besoin pour faire fonctionner notre économie et pour éviter d'aller puiser dans les ressources fossiles. Ça coûte moins cher de refondre une canette de bière, oui, de bière, hein. Ça va être l'heure de l'apéritif, de coca ou de jus de fruits, de la refondre pour en refaire un cadre de vélo, que d'aller chercher le minerai pour pouvoir faire un cadre de vélo en aluminium. Mais ça coûte moins cher de l'ordre de 200 fois. Donc, si on veut être cohérent avec la planète, il faut arrêter d'utiliser les ressources fossiles et récupérer au maximum des choses qui sont très bien recyclées. Et par Le exemple, process, la question de Petit Mike encore, qui est intarissable, et merci de poser les questions, c'est quand on jette le verre dans le bac à verre, il se demande pourquoi il n'y a pas une petite poubelle pour les couvercles métal ou plastique. alors, c'est une bonne question. Dans le bac à verre, c'est pas prévu, ça collecte que le verre, et donc du coup,
il faudrait qu'on ait soit un deuxième système à côté, soit que les habitants ils aient mis ça dans la poubelle de récupération, la poubelle à couvercle jaune pour ceux qui ont ça dans leurs immeubles, ou dans les conteneurs d'emballage. Mais c'est le verre, c'est la filière qui nous impose ça. C'est-à-dire que le camion qui vient chercher le bac contenant le verre, il va directement dans la chaîne La chaîne du verre. sans passer par un tri, de la chaîne du verre, c'est-à-dire la fonderie en l'occurrence. Mais il vient pas au centre de tri. Donc si vous voulez le faire trier le couvercle, il faut l'enlever et aller le mettre dans la poubelle jaune, verte, Ouais, ça demande la poubelle de tri. une Alors anticipation avant d'aller au c'est verre, compliqué, et voilà. c'est compliqué. Je dis pas que c'est simple, c'est pour ça que moi je reviens au fond, que tout le monde comprenne que ce qu'on cherche c'est de la matière, économiser la matière ou être rémunéré par la matière. Et tout a un prix aujourd'hui. Le plastique rapporte de l'argent, le carton aussi, on nous l'achète parce qu'on va manquer de carton à cause de la société actuelle, d'Amazon, de tous les emballages en tout genre. Et donc, du coup, si on continue à déforester pour faire du carton, ben, c'est pas grave, ça c'est bien, hein, ça fait partie de la chaîne. Mais à un moment donné, on risque de manquer de bois pour faire autre chose. Or, on risque d'avoir beaucoup besoin du bois pour le chauffage. Mhm. C'est quand même bête d'aller trucider des arbres pour faire du carton, ne pas trier ce carton qui peut redevenir du carton, et à un moment donné, on va se dire, zut, il nous manque des arbres pour chauffer, alors qu'on peut plus acheter du gaz. Et justement, là, Voilà, dans ce que vous tout est dites, lié, tout est lié, quoi. Il faut essayer de se dire d'où ça vient ce matériau que je jette et où est-ce que ça repart. Et en fait, derrière le centre de tri, je crois qu'on est à un taux de pratiquement 90% de revente de nos produits. Et d'accord. après, il reste 10% qu'on a du mal à revendre parce qu'il n'y a pas forcément les chaînes. Voilà, mais on sait quoi en faire quand même. Mais c'est nous qui payons pour l'évacuer. Donc du coup, c'est rentable un centre de tri? Eh bien, je dirais que je vais dire un truc qui est pas politiquement correct, mais parce que c'est triste à souhait. Hein, mais vive la guerre, on en arrive là. Il y a une guerre quelque part en Europe et du coup, les matières sont rémunérées à leur juste titre. Et donc, je le redis bien, c'est politiquement incorrect et bien Oui. sûr, je ne pense pas que c'est super qu'il y ait une guerre. Mais là, aujourd'hui, c'est pas trié par le centre de tri, mais par exemple, la ferraille à béton, vous voyez ce que c'est, les morceaux de fer. Jusqu'à présent, on payait pour s'en débarrasser. Aujourd'hui, on nous l'achète entre 200 à 400 euros la tonne. D'accord. Parce qu'ils courent tous après la ferraille. Parce qu'on manque de ferraille, parce que les Russes nous vendaient la ferraille. Donc, vive la guerre au sens que ça ouvre les yeux. Voilà. Et après, absurdité de la guerre au sens que il y a des gens qui crèvent et qui ont rien demandé et qu'il y a des fous sur cette planète. Mais euh, on ouvre les yeux quand même de pourquoi gaspiller autant de matières fossiles, puisque tout nous ramène à l'extraction de minerais, en fait. Mhm. Le pétrole, ça donne le plastique. Les autres minerais, ça donne le métal. Le bois, c'est une alternative de chauffage essentielle. Et on va en faire du carton et on va gaspiller le carton ou le papier inversement. Donc, que tout le monde réfléchisse en disant, ben, si je fais cet effort devant ma poubelle, là, quand je sais plus où mettre le truc, la poubelle de gauche, la poubelle de droite, je fais cet effort, mais derrière, je suis assuré que c'est utile à la collectivité, donc quelque part pour ceux qui pensent que l'argent aux impôts, plus on gagne de l'argent en revendant la matière, moins on aura besoin d'impôts. Et si on a une conscience politique un peu plus agrandie, en disant qu'est-ce qu'on est en train de faire avec tout ça au niveau environnemental et au niveau planétaire, si on gaspille le pétrole qu'on a transformé en plastique en le détruisant ou en le perdant dans la nature. Voilà. Il y a plein de questions à se poser devant sa poubelle, en fait. Donc là, par exemple, si les gens ils veulent visiter, comme j'ai fait, le centre de tri, et j'avais vu qu'il était Ouais, théoriquement possible de passer oui. par le C'est site, pas mais vous pouvez expliquer par comment on groupe peut de. faire? Voilà, c'est tout simple.
C'est par groupe de 8 personnes minimum, mais enfants compris. Donc, si une famille, deux familles avec des enfants, elles veulent le faire, ils seront considérés comme groupe. D'accord. Donc, ils passent effectivement par le site ou ils appellent directement la société Paprec Le numéro. voilà, qui gère les animateurs. Dans le centre de tri actuel, bon, avec le Covid, je vous l'ai dit, ça a été un peu chahuté. Il y a eu une période un peu complexe. Le nouveau centre de tri va être doté d'un parcours pédagogique high-tech qui Très bien. sera ludique, neuf de toute manière. Et donc, ça sera encore plus agréable, mais ça veut dire que je dis pas que ça va être la destination touristique de l'agglomération, mais ça mérite, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça mérite l'heure et demie de visite sans problème, hein. Bah, Et encore, c'est pas conçu pour bien expliquer tout. Le nouveau, justement, le parcours pédagogique fait partie du bâtiment. On a demandé au mhm. concepteur d'intégrer un parcours pédagogique on va pouvoir passer au-dessus d'une partie des machines, alors que là, on les voit dans les conditions de fonctionnement, c'est un peu complexe. Donc, on sera sur des passerelles autour du site pour regarder les machines fonctionner et avec aussi donc un parcours pédagogique high-tech classique. Hein, on va pas inventer la lune, mais avec des explications, des vidéos qui permettront de comprendre bien ce que fait chaque machine. Ok, très bien. Euh, on va arriver bientôt à la fin de notre heure d'interview qu'on avait prévue. Je crois que vous avez d'autres choses après, donc s'il y a encore des questions dans le chat, des gens qui n'ont pas parlé, c'est le moment de poser vos questions. Moi, j'avais une dernière question. En fait, pendant le stream, le dernier stream que j'ai fait, j'ai fait une revue de presse sur le sujet du centre de tri à Tanor pour préparer l'interview, tout simplement. Mhm. Je suis tombé donc sur pas mal d'articles et notamment un de France Bleu Isère qui vous a interrogé sur une défaillance qui a eu lieu en octobre 2020, qui a duré plus de 2 mois. Donc c'était une partie du tri qui pouvait plus se faire par rapport à certaines machines. Vous avez dit que vous assumiez ne pas avoir communiqué sur cette défaillance auprès du public pour ne pas qu'ils relâchent leurs efforts. Et Oui. donc ça, bon, c'est déjà clair dans l'interview, mais la question que moi j'avais envie de rajouter, c'était est-ce qu'il n'y a pas un petit manque de confiance envers la capacité des citoyens à comprendre que même s'il y a une panne, on peut maintenir le tri? C'est un débat. En fait, j'ai été confronté à une situation particulière où donc brutalement, pas brutalement, personne n'avait vu venir que l'exploitant allait arrêter Cinédier pour des raisons de sécurité machine et de responsabilité d'accidents lourds possibles. Et il y avait 140 points sur la cinquantaine de machines à réviser. Ça a coûté, je crois, 700 000 euros de tout remettre aux normes. Donc, c'était pas une paille, Et c'était pas juste un l'usure? bricolage, hein. L'usure, le dysfonctionnement aussi de l'exploitant précédent, parce que on a eu le Covid plus un changement d'exploitant. Bref, peu importe les raisons. Après, la question que vous posez, elle est vraie. Moi, je suis très attentif à dire les choses telles qu'elles sont. Je ne savais, quand j'ai été confronté à ça, j'aurais été préparé à l'idée qu'il fallait arrêter, ou on me dirait par exemple là pour des raisons techniques, au mois de septembre, il faut arrêter un mois. Bon, j'aurais eu un peu du temps. Là, ça s'arrête, je crois, il me semble que c'était mi-novembre. Du jour au lendemain, on m'annonce qu'on l'arrête Sans et vous que consulter. on sait pas me dire non plus combien de temps au moment où on arrête, hein. On me dit pas ça va durer 3 semaines, un mois. Voilà, donc il y a les diagnostics, le pourquoi, tout ça. Moi, j'entends et puis je vais pas prendre la responsabilité de faire couper des bras à des employés parce que des machines ne sont pas aux normes de sécurité qui devaient être Donc il y a ces eu une machines. défaillance de maintenance dans les... Manifeste, je vous dis, il a fallu près de 700 000 euros de travaux pour le remettre tout en conformité et pouvoir reprendre l'exploitation. Bon, donc sur le coup, qu'est-ce que j'ai à penser, moi? C'est à me dire, est-ce que je lance un message basique du type je sais pas combien de temps ça va s'arrêter,
Je dis aux gens que le tri s'arrête alors que ce n'est pas vrai. Le tri du verre n'était pas concerné, le tri du carton n'était pas concerné, carton papier, hein. Mhm. Le tri des déchets alimentaires, la poubelle marron n'était pas concerné. En fait, ce qui était concerné, c'est exclusivement le centre de tri. Et comment je communique pour dire, c'est pas le tri qui s'arrête parce que j'ai une panne, je sais pas quelle durée. J'estime avoir pris mon rôle de responsable, c'est-à-dire de me dire, si je balance un truc comme ça dans l'opinion publique, les gens vont se dire, il n'y a plus de raison de. Il n'est pas capable de nous dire combien de temps ça dure, Ah, vous saviez la pas combien de temps fermeture. c'était Non, moi, il a fallu presque 3 semaines pour qu'on sache comment on allait faire ces 700 000 euros de travaux, qui devait les payer, l'exploitant d'avant, l'exploitant d'après. Voilà, donc moi, je prends mes responsabilités d'acteur politique. Je suis face à un truc. Est-ce que si je dis que le centre de tri ne trie plus, je risque de faire arrêter l'ensemble des tris, de perdre des volumes de verre alors que c'était pas concerné? J'aurais pu faire un message complexe en disant le verre ça Hmm. marche, le carton ça marche. Vous pouvez et les gens voilà ouais Vous aviez un peu peur de les l'impact matières. médiatique alors? Plus Ah, oui par oui rapport parce que je peut-être peux à un pas faire titre comme si tronqué ou quelque chose comme voilà. ça. Ouais, je m'adresse à un média avec vous. Je sais pas comment les choses vont être digérées et puis j'ai pas toutes les réponses à l'instant T. Donc Ok, la matière, elle n'est pas perdue. D'abord, on a déporté une partie de la matière, c'est-à-dire déporté, c'est-à-dire que une déplacé. partie de ce qui est trié a été se faire trier dans d'autres centres de tri. Les Ok. collègues de Loisan, du Voironnais, ils ont retenu chez eux leurs balles de tri pour qu'on ait de la Temporiser. place de stockage à un moment. Donc tout n'a pas été perdu et de toute manière tout ce qui n'a pas au final été trié, nous l'avons reconduit vers l'incinération et donc on l'a valorisé en chaleur. Donc voilà, je pense que si j'avais pris une autre posture, je prenais plus de risques pour après ramer comme un malade pour dire ça y est, tout remarche. D'accord. Alors que, alors que vous le savez, et peut-être parmi les auditeurs aussi, il y a plein de gens qui pensent que on fait trier, mais que finalement ça sert à rien. Voilà. Bah Donc justement, moi, c'était peut-être j'avais, voilà. Avec cette oui, information-là, vous avez des retours souvent de gens sur le terrain qui sont un peu déçus ou qui croient vraiment que ça ne sert à rien? oui, ça existe encore. Alors il y a deux types de réactions. Il y a la réaction de mais pourquoi vous nous faites fric? Je cherchais le mot poli. Pourquoi vous nous ennuyez? Il y a qu'à tout brûler. J'ai donné la réponse. Tout brûler, c'est faire fi des problèmes des cendres en masse dont on ne sait pas quoi faire. Donc, hein, il y a une seconde réaction, c'est de dire pourquoi vous m'embêtez? Je paye des impôts, donc c'est à vous de tout faire. Ben, d'accord, mais si c'est à vous de tout faire, ça ne sera pas le prix de la taxe que vous payez actuellement. Ça peut exister une société comme ça où vous avez tout à faire, mais c'est une question que je peux vous adresser, c'est combien vous imaginez que ça coûte combien ça vous coûte à vous, habitant individuel ou un ménage standard dans un appartement, de toute cette gestion des déchets? La plupart des gens ne savent même pas où ils le payent, mais Ouais, en exact. gros, je vais vous donner le chiffre. Le chiffre, c'est une taxe qui est sur la feuille d'impôt des propriétaires de bâtiments. C'est en gros entre 150 euros à 250 euros par an Ouais. pour avoir des poubelles, des déchetteries, des incinérateurs, le centre de tri, le centre de compostage et les colonnes de verre et des gens qui travaillent pour vous. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui se vend allez, ça fait 15 à 25 euros par mois pour vous débarrasser de tout ça. Si effectivement vous avez payé beaucoup plus cher, à ce moment-là, on pourrait dire, bah, vous posez tout dehors, on ramasse tout, on s'occupe de tout. Là, on dit, bah non, il faut que les gens trient, ça vous demande un effort complémentaire, mais ça permet que ça coûte pas très cher à tout le monde en général. Je pense que des familles riches, elles pourraient payer 4 fois le prix pour se débarrasser de leurs déchets. Je pense que c'est le modèle américain où chacun paye ses services. Les riches, ils habitent dans des endroits bien propres et les pauvres, ils habitent dans des néo-poubelles. Donc, c'est pas le modèle français, c'est pas celui de la République, c'est pas celui que j'ai envie de porter après mes 60 ans d'existence sur la planète.
Moi, je suis pour un modèle qui coûte peu, mais et qui implique les gens. Voilà. D'accord, très Donc, bien. j'assume pleinement cette réflexion. Je sais que j'avais été taclé par des élus et des oppositions à l'époque, mais je pense que si j'avais pris une autre décision, au moment où je dois la prendre, je ne sais pas la durée, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, c'était par Je rapport à cet préfère ne pas inconnu, communiquer. Oui, oui, si je vous et dis, aussi par rapport au fait qu'il y a quand même encore des gens qui doutent de l'utilité voilà. Et du tri. je pense que j'aurais fait des dégâts en disant, ben, vous voyez, et je serai encore en train d'expliquer, non pas de vous répondre à votre question, mais je serai en train d'encore expliquer que non, non, ça a duré et en fait, ça a duré 7 semaines et demie au final, et tout ce qui était trié n'a pas été concerné aussi. Voilà, je voulais Ouais, surtout ouais. pas arrêter le carton, le verre, les déchets alimentaires, qui sont quelque chose qui fonctionne bien. Le déchet alimentaire, ça fonctionne très bien, la collecte séparée. Et c'est vrai Donc, que la collecte séparée, là maintenant, on n'en a pas trop parlé, mais il y a une quatrième partie, quatrième roue du carrosse, on va dire, du centre de tri à Tador, on va dire, c'est Murianet, c'est donc ça. pour Voilà. récupérer toutes ces poubelles marron. Voilà. En Euh, fait, donc, ce que l'analyse qui a été faite au niveau national, hein, c'est pas une analyse métropolitaine, c'est de dire d'abord le déchet alimentaire, qui est le reste alimentaire des repas, en fait, c'est un produit très humide. Donc, si on l'incinère, ça nous embête parce que ça fait une combustion le fait d'incinérer des aliments humides, ça fait une mauvaise combustion. Si vous mettez une bûche qui est mouillée dans ouais, une cheminée, elle brûle moins bien que la bûche très sèche. Donc, le fait de sortir le déchet alimentaire enlève une partie de l'humidité des poubelles. Et en plus, il se trouve que avec ce déchet alimentaire, on fait un excellent compost qui peut être utile à l'agriculture, une sorte d'engrais naturel, non chimique, sans pesticides, enfin, moins que les produits chimiques. Et donc, on arrive à produire jusqu'à 6000 tonnes de compost qu'on donne à des agriculteurs de la vallée à côté de Murianette, là, en direction de Pontcharrat. d'accord. C'est donc la première raison. Et en plus, aujourd'hui, on va rajouter un méthaniseur de gaz naturel. Donc, ce déchet alimentaire, avant de devenir du compost, il va produire du gaz de cuisinière, hein, le gaz ou le gaz qu'on met dans les camions ou les véhicules à GNV. Ouais. Donc, c'est dommage d'aller le brûler, quoi, puisque en Mhm. fait, c'est un engrais et du gaz. Voilà. Et ça Ok. fonctionne très bien. Ça fait, effectivement, on est en train de terminer le déploiement. D'ici 2023, toute l'agglomération aura basculé dans ce système. On a des résultats qui sont satisfaisants. Mais c'est pareil, il y aura, là aujourd'hui, on arrive à capter à peu près 25% du volume qu'on estime de la poubelle qui est consacrée aux déchets alimentaires. Ce qui veut dire qu'on a 75% à aller chercher, parce que c'est un acte de tri. Il faut que les gens Mhm. comprennent que il y a des gens, par exemple, qui pensent que le déchet alimentaire qu'on collecte, c'est que les épluchures. Alors, c'est les épluchures, mais c'est aussi les restes de viande. C'est aussi le yaourt périmé. Si vous raclez le yaourt que vous voulez pas manger parce que vous avez peur de manger le yaourt périmé, vous ouvrez votre yaourt. Vous mettez pas le yaourt périmé à la poubelle. Vous ouvrez Et le oui. yaourt, vous Et tout le videz. ça, on l'apprend à la visite. Voilà, tout Donc, à fait. Parce que ça s'improvise pas. C'est pas forcément des choses naturelles. Faut l'avoir vu ou alors venir effectivement peut-être des anciennes générations. Enfin, vous allez faire prendre un coup de vieux après cette émission. Mais mais non, vous parce êtes que sur Twitch. voilà. Mais parce que effectivement, quand j'étais petit, on n'achetait pas des yaourts dans un pot en plastique. Ça n'existait pas. Mhm. Voilà. Ok. Donc on mangeait du fromage blanc qu'on faisait, je vais faire le campagnard de service, mais je faisais, enfin on faisait ça, mes parents faisaient ça, on faisait le fromage blanc à partir de la crème et du lait, du, du lait frais. Voilà. Donc ça, tout ça, ça s'est perdu, c'est normal, hein. Et du coup, il faut réinventer la pédagogie, le savoir-faire, la culture. Mais c'est plaisant, moi je trouve, c'est pas désagréable d'apprendre tout ça. Eh ben, on va terminer sur cette phrase. Merci en tout cas
d'avoir pris le temps. Merci à vous. On sent la passion, très clairement, hein, sur le sujet. Vous êtes intarissable et ça fait plaisir. En tant que Oui, oui, la journaliste, passion, voilà, la passion, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a un enjeu. Je pense que tout le monde a compris qu'il y avait un enjeu environnemental et planétaire là maintenant. La question, c'est que tout le monde s'y mette à sa petite échelle. Et moi, mon passage de flambeau là, c'est justement de montrer que c'est pas compliqué, c'est intelligent, ça permet ça de gagner des rapporte. sous, Voilà. de toucher toutes les cordes sensibles des gens qui m'écoutent et avec lesquels je parle, quoi. Eh ben, merci encore. Je vous souhaite du coup une bonne fin de journée. Et ben, Il moi y aussi, aura, à tous les auditeurs. on va continuer, je vais continuer un peu le live pour présenter des petites vidéos du site que j'ai fait. Je vais présenter aussi, vous aurez un portrait sur le site de l'Averti avec un petit best-of des moments d'interview. Donc ça Ok. sera publié dans le mois. Et puis vous pouvez toujours revoir, hein, pour les auditeurs qui arrivent maintenant, revoir le replay à n'importe quel moment. Et voilà. Et bien du coup, Lionel Coiffard, merci d'avoir été invité. Et puis Et merci encore et bonne continuation. à l'occasion d'un autre sujet, parce que comme vous avez vu, ce monde est merveilleux et il y a des tas d'autres sujets sur lesquels on peut communiquer si ça intéresse vos auditeurs. Très bien. Merci à vous, bonne soirée et regardez bien votre canette de coca ou de bière différemment là maintenant. On va en parler juste après. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Et voilà. Donc c'était Lionel Coiffard, donc cinquième vice-président chargé de la prévention, de la collecte et de la valorisation des déchets. Merci d'avoir suivi. On va continuer un petit peu. Déjà, je vais vous commenter, euh, les photos parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, elle défile, mais sans commentaire. Et donc c'est la visite que j'ai faite mardi matin avec donc une classe de CM1, CM2. Donc il y a eu une petite phase avec le. Alors, je vais commenter en direct. Bon bah voilà, déjà la preuve j'y étais, donc ma tête avec le gilet jaune obligatoire. On a un petit casque dans les oreilles pour entendre la visite. Là c'est le centre, le nouveau centre qui est en train d'être construit. Donc vous voyez les murs sont déjà pas mal montés. Là, vous avez la salle de contrôle, donc on a des tas de caméras, il y a une vidéo aussi là-dessus après, pour surveiller en fait ce qui se passe. Et puis vous avez donc les machines. Ici, une première machine qui va amener le tri du métal. On retourne dehors, pas de problème. Donc une autre partie du bâtiment qui est en train de construire. Ici, donc là, ce sont des bacs des hôpitaux, des bacs spéciaux hôpitaux qui vont être brûlés directement, donc pas besoin de trier en fait. Voilà. Ça, c'est un gros tube qui relie deux sections du bâtiment. Je sais pas trop ce qui transite, mais je trouvais ça intéressant. Et puis là, vous avez la salle en fait de formation, réunion, là, les petits diaporamas avec une petite vidéo pour présenter. Voilà, cette photo-là, on va peut-être la revoir parce qu'elle explique très bien ce qui se passe dans le processus de tri. Voilà, bon, on a déjà fait le tour, ok. Et ben voilà, donc je vais remettre ça tranquillement sur le côté. Et je vais vous montrer en fait. Déjà, c'est dans le désordre, c'est pas grave, on est entre nous. Je vais vous montrer le petit portrait de Lionel Coiffard. Euh, Attendez, j'avais une petite transition. Transition, voilà. Je sors du mode studio et je vous révèle le petit portrait qui a été réalisé par Alice Kittrebert, qui a l'habitude maintenant cette saison de faire les illustrations des articles. Et voici Lionel Coiffard. Vous le reconnaissez, j'imagine, à partir de la photo précédente.
Et donc c'est un petit dessin avec aquarelle, et donc qui permettra d'illustrer assez joliment l'article, puisque moi j'aime beaucoup le travail d'Alice, notamment là sur les portraits, c'est la troisième fois. Troisième fois, je crois qu'elle nous fait un portrait, et vous pouvez retrouver toutes ces œuvres précédentes, hein. Vraiment, ce sont des œuvres sur le site de l'Averti, donc www.laverti.fr. Dans la section lire, vous avez accès aux anciens articles. Et notamment, les dernières interviews, c'était est-ce que la NUPES, comment se passe la politique au niveau local, l'alliance gauche, la NUPES. Précédemment encore, il y avait une interview une étudiante russe, pour parler de la guerre en Ukraine, qui est sur Grenoble, et très intéressant aussi de voir un contrepoint de vue qu'on n'imagine pas trop. Voilà, donc Lionel Coiffard. Je vais repartir en mode studio. Ouais, non, on va rester en direct. Là, je change tout en direct sous vos yeux ébahis. J'avais prévu quoi? J'avais prévu de vous montrer des vidéos. Pour vous montrer des vidéos, il va falloir que je fasse une petite technique en direct. Alors, c'est là que le mode studio est intéressant. Pour ceux qui connaissent Twitch, en fait, ou pas, le mode studio, ça permet de préparer une scène avant de vous l'afficher, et comme ça, je vais savoir un peu à l'avance ça va être diffusé. D'ailleurs, pendant que je parle, pendant que je fais tout ça, donc petit Mike, merci pour tous tes messages, c'est génial. Si vous êtes encore dans le chat, n'hésitez pas à voilà, dire ce que vous avez pensé de cette interview, comment vous voyez les choses, est-ce que ça vous a informé, est-ce que ça a donné des petites astuces. Notamment, moi j'ai noté des astuces pendant ma visite, notamment par exemple pour les bouteilles d'eau. Si vous avez une bouteille d'eau en plastique et que vous l'écrasez, comme on a l'habitude en fait d'écraser, j'ai l'impression, les bouteilles pour prendre moins de place dans la poubelle. Si vous écrasez cette bouteille d'eau, et comme elle est un peu légère, elle peut être confondue avec un papier. Donc du coup, ce qui est recommandé maintenant, c'est pour les bouteilles, en fait, vous les écrasez pas, les bouteilles de lait, les briques, tout ça, parce que ça va permettre de plus facilement redescendre un tapis. Redescendre un tapis. Tout simplement, je me demande si je peux... Genre... Il va falloir que je m'organise. Donc voilà, dites-moi dans le chat si vous êtes encore là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pendant ce temps-là, vous savez quoi? Je vous mets un petit écran. Je vous mets un petit écran dédié au chat. Voilà, n'hésitez pas à dire tout ce qui vous passe par la tête, les réflexions voilà, que vous pouvez avoir suite à l'interview. Donc je vous ai parlé de cette petite astuce. Il y en a d'autres. Une autre astuce à connaître, c'est par exemple pour l'aluminium. Pour l'aluminium, si vous jetez par exemple une feuille d'aluminium, c'est mieux de la mettre en boule. Parce que quand vous la mettez en boule, eh ben, elle va être mieux triée dans un effet... je vais vous montrer en vidéo juste après. Hashtag teasing. Bon, j'arrête de teaser. N'hésitez pas là, à réagir dans le chat, et je vous prépare donc cet écran, capture d'écran, pour vous montrer des vidéos. Ouais, on va être obligé de faire comme ça. Tac. Hop. Hop. Donc, voilà. Alors, ça va être sans filet. Donc, c'est parti. Je vous montre toutes les vidéos que j'ai. Donc là, vous avez la salle de contrôle. Comme je vous en ai parlé vite fait. Donc, on voit derrière, ce sont les tris humains de fin de chaîne, en fait. Et vous voyez, les tapis avancent
comme on a pu voir aussi ce reportage de France 3 la dernière fois. Donc on a des caméras pour vérifier que tout fonctionne, et il y a des alertes qui sont lancées avec un petit gyrophare au cas où la personne n'est pas dans la pièce, qu'elle comprenne qu'il y a une alerte quand ça bloque, quand il y a quelque chose qui fonctionne mal. Et juste au-dessus, voilà, vous avez les caméras thermiques pour les incendies. Donc tout ça est vraiment très maîtrisé sous contrôle, salle de contrôle, tout simplement. Là c'était la petite salle de contrôle. Et là vous avez la vue globale de l'usine à l'intérieur. Et c'est là que, si vous connaissez le jeu Satisfactory, c'est un jeu vidéo où on construit des usines avec des tapis roulants, avec des passerelles, avec des machines. Et bah on est exactement là-dessus. C'est Satisfactory dans la vraie vie. Il y en a de partout. De partout. C'est assez incroyable. Donc, si on revient tout doucement, ici, là en face, vous avez la machine qui va trier en fait avec des aimants. Donc, tout ce qui est métallique va être aspiré vers le haut et va être rejeté ensuite dans le bon bac de tri. Donc, il y a différentes étapes. Voilà, pas mal de passerelles et tout. Donc ça, c'est un trieur optique, comme c'est marqué, avec là il trie celui-là, donc c'est marqué dessus. Opaque et transparent, donc pour les plastiques et bouteilles, donc voilà, opaque c'est les briques par exemple. Voilà. Ensuite, un autre trieur optique, cette fois papier-carton. Voilà, les technologies optiques. Je vais juste vérifier que vous avez bien... Ouais, non, je peux pas vérifier, mais... a priori, je peux rien voir, là, je vois que l'écran. Voilà, a priori, vous voyez bien. Ça défile ici, hein, quand même, c'est du rapide. Hein. Donc les petites passerelles, voilà, ça c'est plus pour le fun, cette vidéo, voilà, on voit qu'il y a des passerelles. Pendant la visite, voilà, vous irez ici sur cette plateforme, mais c'est pas une visite de chaque pièce et tout, donc c'est... Voilà, si vous voulez voir, il y a aussi le reportage de France 3 qui est plus en immersion que l'Averti, hein, donc c'est aussi pas mal. Alors, là, vous avez donc le tri de... C'est le tri de l'aluminium. Donc tout ce qui est canette. Et j'ai marqué but parce que si vous entendez... En fait, les enfants qui étaient là, à chaque fois qu'il y avait la canette qui passait du bon côté, disaient but. Et on va le voir. Donc c'est le même tapis. On va voir le tri se fait juste après ça. Voilà, ici. Donc au-dessus de la barre là, il y a des canettes qui vont faire but, comme disaient les enfants. Et ça c'est l'effet de Foucault. Donc c'est un champ magnétique qui est créé pour que la capsule, enfin que tout ce qui est en aluminium en fait passe par-dessus mais pas le reste. Et donc on peut voir sur cet exemple là de vidéo, je remets au ralenti. Ici, vous avez une canette qui a... Je la remets. Là, qui a raté. La canette a raté. Elle n'a pas été assez projetée au-dessus, dans le bac. Donc, il peut y avoir des ratés. C'est pour ça qu'il y a aussi des agents humains de tri
pour faire ça. Mais globalement, on voit quand même que ça a l'air de fonctionner. Et bah, y a un bout de papier qui est bloqué quand même. Hein. Voilà. Et après, vous avez donc les balles, ces gros blocs à la sortie. Donc ici, vous avez du papier, 1 tonne par 1 tonne. Donc c'est bien compacté. En fait, ouais, je vous fais une petite visite hein, par petits tronçons. Et vous avez différentes arrivées de matière et qui vont voilà, être chargées ensuite par différents camions. Vous avez donc, je me rappelle plus exactement, mais après c'est d'autres matières qui sont compactées. Donc là, c'est plus petit, des balles entre guillemets plus petites. Ça s'appelle des balles. Est-ce que j'en ai une autre? Voilà. Et là, c'est le prochain centre de tri à Tanor qui est en train d'être construit. Donc en fait, on est sur La Tronche officiellement. Et c'est la limite Mélan-La Tronche. De l'autre côté de l'Isère, il y a aussi Grenoble, Saint-Martin-d'Hères. Donc on est pas loin, enfin, un peu sur les intersections de villes. Et bah, ça fait une petite année, donc première pierre septembre 2021, comme je disais tout à l'heure. Donc vous avez un bâtiment qui sort, les fondations qui sont posées. Et petite info supplémentaire, comme il y a un risque d'inondation centenaire potentiellement sur ce site qui est proche de l'Isère, donc une inondation improbable qui, si elle arrive, causerait forcément une catastrophe au-delà aussi de ce site. Ça a été un peu surélevé. Vous voyez, voilà, le bâtiment a été pensé pour éviter des inondations. Alors actuellement, le centre de tri, vraiment au niveau du sol, et ça serait inondé en cas de crue centenaire, mais ce serait pas le seul bâtiment, bien sûr, proche de l'Isère qui serait impacté. Et donc là, vous avez à l'école les élèves hein, qui terminent la visite, mais surtout en face de vous, c'est le bâtiment, l'incinérateur en fait, avec les cheminées, comme on a pu voir sur la maquette. Et les petites fenêtres vitrées, c'est là où on fait les réunions, on fait enfin, voilà, où il y a les diaporamas avant de faire les visites. Voilà. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Donc voilà, voilà. Donc bah, j'espère que vous avez bien apprécié ce live. Il est disponible en replay, bien sûr. N'hésitez pas donc à suivre la chaîne si c'est pas déjà fait, puisque c'est comme ça en fait que vous serez au courant des prochains lives, préférentiellement donc. Et notamment à la fin du mois, il y aura donc entre le 19 juillet et fin juillet, on va faire 3 streams qui seront pas des interviews en direct. Hein, donc je rappelle que ce sujet-là, en fait, j'ai pas dit au début, mais il a été élu par vos votes. Mais du coup, les 3 prochains streams seront des streams encore d'essais, de tests, bêta stream, comme vous pouvez voir sur l'écran. Ah, on voit plus sur l'écran, mais voilà, on va faire du bêta stream parce que il y a encore des choses à tester et voilà. Et donc c'était donc l'interview de Lionel Coiffard. Je vous remets un peu son dessin, son portrait. Merci d'avoir suivi, même ceux qui voilà qui n'ont pas forcément parlé, qui ne sont pas manifestés. Merci d'avoir suivi. Mike, pour ma part, très intéressant. Pour les bouteilles que tu prends en exemple, j'étais déjà au courant qu'il faut éviter de tasser les déchets, découper, etc. pour ne pas tromper les machines. J'ai manqué un court passage de l'interview, mais je pense que parler cours de revente des matériaux peut être très motivant. Ok, ouais, l'aspect économique, c'est clair que c'est un peu le nerf de la guerre. Et quand je dis le nerf de la guerre, je repense à ce qu'a dit Monsieur Coiffard tout à l'heure.
sur le prix des matériaux qui flambent et voilà, des gens qui veulent l'acheter, des entreprises qui veulent l'acheter plutôt que d'aller le rechercher à l'autre bout du monde. C'est vrai qu'il y a quelque chose de logique et d'écologique surtout là-dedans, de réutiliser ce qu'on a près de chez soi. Et sur les derniers petits conseils que j'avais lus, non, c'est bon, voilà. Donc en fait, il y a plein de petites subtilités que vous pouvez apprendre au fur et à mesure, mais je pense que déjà, si le tri est fait par la plupart des gens, ça sera pas nickel. Eh bien, du coup, voilà, je laisse un petit peu le chat encore quelques minutes. Termine tranquillement de le chat. Et merci d'avoir suivi. C'était vraiment, pour ma part, une nouvelle expérience très intéressante de live qui donne envie de continuer. Et bien, à bientôt pour le prochain live à partir du 18 juillet. Restez focus, n'hésitez pas sinon à suivre la newsletter sur le site de l'Averti, vous recevrez une alerte. Et sinon les réseaux sociaux, bien sûr Twitter, on a encore Facebook, Instagram, voilà. N'hésitez pas à te suivre. Et ben, bonne fin d'après-midi à tous. Et comme a dit Monsieur Coiffard, c'est bientôt l'heure d'apéro. Salut, salut.